Et donc, on peut avancer déjà à la 5e. Quelle est ta 5e et dernière stat du jour pour les Wizards 2024 ? Du coup, c'est 28,2 Ouais. et 29. Et en fait, c'est du coup l'assist percentage et le usage percentage de Jordan Poole depuis février. Donc sur les 33 derniers matchs de la saison. Ouais. Et c'était pour un peu souligner le fait qu'il y a eu un shift un petit peu dans son utilisation en tant que porteur de balle. Parce que du coup, j'ai trouvé qu'au début de saison, justement, bon, il y avait tout les gags autour de son inefficacité et son volume de tir, etc. Et j'ai trouvé que dans la deuxième partie de saison, bon, c'est potentiellement lié aussi à l'arrivée du nouveau coach, mais il y a eu un peu un shift dans le volume de passes relatif au volume général. Et donc, en fait, son volume de passes a énormément augmenté, du coup, sur la deuxième partie de saison, ce qui fait qu'en fait, il arrive un peu aux chiffres d'équilibre entre guillemets des meneurs de balles, des meneurs de jeu, qui est 1 au ratio de playmaking, donc celui que tu utilisais tout à l'heure. Et du coup, moi je le trouve plutôt bon en fait là-dessus. De ce que j'ai vu, c'est sur le passing et les lectures de jeu pour la création pour les autres. Et je trouve qu'en plus on se rend bien compte de sa capacité à être déjà un très bon porteur de balle sur le dribble plus la passe et qui peut enchaîner les deux. Et c'est là aussi où tu te rends compte de sa taille, parce que du coup, comme il est plutôt en fait grand pour un porteur de balle, qu'il est très bon à provoquer des drives et qu'en fait, vu qu'il a aussi une capacité de passe, il peut être le premier domino d'une attaque qui, pas forcément élite, mais d'une attaque qui en tout cas crée des bonnes situations pour les autres. Et je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être pas bien compris ou peut-être pas bien vu ou encore analysé, mais c'est un joueur qui est capable de créer pour les autres. Et je trouve que du coup ce chiffre du ratio de playmaking presque à 1 sur la deuxième partie de saison est une bonne illustration de ses progrès, ou alors en tout cas du changement un petit peu dans son utilisation du coup sur la deuxième partie de saison à Washington. Ouais, mais de toute façon, je pense que la perception est mauvaise partout sur Jordan Poole, à mon sens. Mais il y a un grand malentendu sur ce qu'est vraiment ce joueur. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, toi, tu parles de ce côté passing. Moi, c'était justement ce que j'aime peut-être le moins chez lui. Alors, pas la création en soi, mais cet aspect de la deuxième année à Golden State, quand ça commençait à aller un peu plus mal, c'est parce qu'on le faisait plus jouer dans le même rôle un peu plus libre dans la structure des titulaires Curry-Draymond de 2022, mais qu'on a essayé de le mettre dans un rôle un peu de meneur backup, clairement, qui doit être le meneur gestionnaire, qui doit donner des ballons à Klay Thompson en sortie d'écran. Et clairement, cette année-là, il y avait beaucoup de shifts de rôle, mais il avait eu ce rôle-là notamment, il était pas très bon, quoi. C'est pas trop ça son truc, lui, c'est plutôt un dynamiteur. Mais là, tu dis que effectivement sur la fin de saison, il a plutôt été installé dans ce rôle-là et que voilà, ça permet aussi notamment de faire briller sa création, même si on est à des années-lumière de tout ce qui est gestion de jeu, tempo et maîtrise d'un Chris Paul ou de mecs comme ça, quoi. Ouais, mais en fait, c'est plus sur des actions où justement, vu qu'il est bon pour dynamiter, mais cette manière de dynamiter permet aussi parfois du coup de casser un peu la défense et de faire venir plus de joueurs sur lui, ou en tout cas de son côté. Et justement, dans des actions, je crois que c'est celle que j'ai en tête, c'est un espèce de double drag. Du coup, il porte la balle, il y a 2 poseurs d'écran qui viennent sur lui, et ensuite un de ces poseurs d'écran là devient un poseur d'écran pour Corey Kispert, du coup, qui remonte, et lui, du coup, va au drive, et si le drive était ouvert, il aurait fini au cercle, parce que du coup, c'est un mec qui finit très bien au cercle, tu vois, dans les postes, en tout cas, relatif à son poste, il est toujours dans les centiles les plus hauts en termes de finition au cercle, mais comme là, le cercle est bouché, il a cette capacité aussi de passer. Donc, pas l'utiliser comme un porteur de balle un peu, pas l'utiliser comme Tyus Jones et comme, du coup, juste un petit peu passeur pour des joueurs en sortie d'écran, mais plutôt comme soit dynamiteur, soit du coup un peu exploiter le décalage qu'il est capable de générer, quoi. Donc moi j'ai trouvé quand même ce shift en termes de volume de passe assez énorme, parce que sur la saison il est à 21% d'assist percentage, sur les 33 derniers matchs il est à 28%, donc ça veut dire qu'en début de saison il était pas du tout utilisé comme ça en fait. Et sur Cleaning de glace, tu peux regarder les trends. Tu sais, t'as les espèces de,
t'as un des onglets un petit peu sur le profil d'un joueur où tu peux regarder l'évolution d'une métrique sur toute la saison. Et c'est vrai que son assist percentage était beaucoup plus bas sur le début de saison et a vraiment explosé sur la fin de saison, et ça allait de manière croissante. Donc ça veut dire que c'est pas juste du hasard et qu'il y a un peu une volonté de construire autour de ça. Bon, moi, pour le coup, j'aime pas du tout l'assist percentage parce que ça, pour moi, ça a trop de défauts, notamment en termes de monopolisation de ballon. Tu peux monopoliser la balle sans être un bon passeur et pourtant tu as de bons scores d'assist. Donc la solution, elle est simple, hein, on recoupe par l'usage en fait. Juste tu divises par l'usage. Ouais. Et je te rejoins. Qui augmente aussi parfaitement. Enfin, c'est la même courbe entre guillemets. Ouais, mais tu vois, si tu regardes l'évolution de, non pas l'assist percentage, mais l'assist par usage, donc quand tu regroupes l'assist percentage par le volume, on a tout de même encore cette évolution. Donc je veux dire, c'est pas que, tu vois, parce qu'une des possibilités, ça aurait été que s'il a moins d'autres passeurs à côté de lui, de facto, il a la balle, les assists vont venir de lui. Donc l'assist percentage, sans que lui soit plus passeur, les assists vont venir de lui, sans qu'il fasse rien, et le score va augmenter comme ça, donc c'est un peu la faiblesse de l'assist percentage. Mais par contre, donc, effet, même en recoupant par l'usage, tu vois que, voilà, le ratio augmente, exactement. Donc depuis à peu près le 1er mars, on était à 0,7 et c'est monté en fin d'année à quasiment 1,4 quoi, au fur et à mesure. Voilà, donc, c'est ça. On a cette évolution assez fulgurante alors que toute l'année ça végète à des niveaux sans trop bouger quoi, et puis d'un coup hop, fin de saison, grosse évolution. Mais oui, ça aussi, je pense que ça aussi c'est une des mauvaises conceptions que les gens de Jordan Poole qui n'est pas du tout Jordan Clarkson ou ce genre de shooter un peu micro-ondes en sortie de banc quoi. Clarkson au niveau de ses Sam ratio, tu vois, on est autour des 0,4 0,5 en carrière quoi, à part récemment depuis qu'il est à Utah avec Willardy hein, évidemment. Mais voilà, c'est Poole en carrière, enfin en tout cas depuis la vraie carrière, hein, pas en début de carrière où il était absolument catastrophique jusqu'en 2022 quoi du coup, mais de 2022, 23, 24 on est depuis toujours à 0,8 de ratio assist par usage, ce qui est un ratio finalement assez équilibré hein, pour le coup, comme d'ailleurs le même que Avdija hein, dont on a parlé tout à l'heure, et donc au niveau pareil hein, de Ingram qui est à 0,9, Mitchell qui est à 0,85 aussi, ou des trucs comme ça quoi. Donc on a toujours eu finalement ce côté un peu plus équilibré que simplement le shooter en sortie de banc, le puncher, le croqueur en sortie de banc, quoi, pour le coup. Mais en effet, je me demande à quel point, après j'ai des stats, hein, ma 5e stat elle est aussi sur Poole évidemment, mais je sais pas trop dans quelle direction ils vont le développer, justement. Un peu ce côté, quel va être son rôle? Est-ce qu'on va le tester encore une fois dans un rôle de meneur, ou est-ce que, parce que là en plus au moment où nous on parle, Tyus Jones n'a pas été re-signé, si je dis pas de bêtises, pas encore. Donc je sais pas l'an prochain quoi, dans quel rôle ils vont le mettre. Bref, est-ce que tu m'as rajouté sur le playmaking ou je peux dire la mienne de stats du coup? Vas-y, finis sur Poole. Moi je voulais juste parler de ce truc-là parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué pendant la saison, et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de souligner ça parce que je trouve ça dommage de parler, ce serait trop facile de faire stat de la saison sur Washington et juste taper sur Poole parce qu'au début de la saison, il y a eu des problèmes. Puis donc voilà, je pense que le passing, c'est un truc qui est sous-évalué, pas forcément compris. Et juste pour montrer aussi que c'est un passeur en mouvement et on n'est pas sur du truc statique. De toute façon, Jordan Poole, c'est rarement statique. Hein. On n'est pas sur un mec, on n'est pas sur Chris Paul, quoi. Du coup, voilà. Mais voilà, je te laisse continuer. Non, mais puis taper sur Jordan Poole, on va laisser ça à Draymond Green, qui le fait très bien, malheureusement. Waouh qui est un peu derrière sa carrière. Non, mais alors, juste rajouter aussi sur le passing, effectivement, je pense que, tu vois, sur ça, je pense qu'on est aussi dans une NBA où il n'y a plus besoin, en tout cas, il n'y a plus nécessité d'avoir un meneur gestionnaire, un meneur contrôle du tempo, etc., comme c'était avant, un peu à la Chris Paul, hein, qui est un peu le dernier de cette génération et le dernier vestige d'un ancien jeu où il y avait besoin de ce général de terrain qui remontait les actions, qui à chaque fois, le coach lui disait, il y a tel système, et donc il lance tel système, qui dirigeait le trafic, etc. Ça, c'est un truc que n'a pas Poole, qui est plus un playmaker qu'un meneur dans l'âme, hein, en termes il n'a pas cette fibre de meneur, mais je pense aussi que dans le jeu de 2024, on peut aussi arriver à placer un joueur qui n'a pas cette fibre de gestionnaire dans un rôle de initiateur principal et juste un peu en jouant sur le dynamisme en fait. Il n'y a pas besoin, alors c'est bien d'avoir un Tyus Jones hein, évidemment, mais il n'y a plus besoin dans le jeu actuel d'avoir ça, d'avoir le gestionnaire de la boutique. Tu peux aussi avoir plein d'actions, des staggers, des double drag ou des trucs comme ça, où juste tu utilises un peu la création. Donc voilà. C'est juste à noter par rapport à l'évolution du jeu aussi, je pense. Mais non, moi, mon chiffre, c'était 57
57, puisque c'est le classement de Jordan Poole en efficacité au drive. 57e meilleure efficacité sur drive de NBA sur les joueurs à plus de 8 drives par match, donc les gros volumes évidemment. En chiffre brut, si vous voulez, c'est 1,08 points par tir sur des tirs en fin de drive, donc les lay-up plus les lancers francs aussi, hein, tout est compris, la productivité globale. 57e sur 72 joueurs à plus de 8 drives par match. Donc c'est mauvais, c'est assez mauvais, enfin c'est pas non plus bas-fond du classement évidemment, mais c'est mauvais, surtout que donc 57e, l'an dernier on était 29e sur 80 drivers à gros volume. Donc voilà, 29e l'an dernier. Bon, c'était déjà devant Anthony Edwards l'an dernier. Mais bref, fermons la parenthèse. Donc c'était déjà pas mal l'an dernier en 2023, alors que pourtant 2023 c'était décevant. Et si on remonte en 2022, eh bien Jordan Poole était le 3e driver le plus productif de NBA. Parmi les gros volumes de plus de 8 par match. Il était 3e de NBA. Derrière, je crois, Giannis et DeRozan à l'époque. Et mais donc devant des Luka Doncic, devant des SGA, etc. Donc on était, si tu veux, on était passé de... Enfin, là on est à 1,08 points par tir, actuellement sur des tirs en fin de drive. À l'époque, on était à 1,28. Donc c'était élite, hein, clairement 3e de NBA. Et même plus que ça, des joueurs qui étaient à plus de 1,25 points par tir sur des tirs en fin de drive et aussi à plus de 1,05 points par tir sur des pull-ups à 3 points, il y avait qu'un joueur NBA cette année-là qui faisait ça. Et c'était Jordan Poole. Donc c'était un sacré package et je dis ça aussi pourquoi, parce qu'on a un déclin. On a un déclin assez énorme parmi les meilleurs drivers de NBA et même encore l'an dernier, un top 30, c'est pas non plus, on était largement au-dessus de la moyenne. Et là, cette année, on est passé de 1,28 à 1,08 et 57e sur 72. Bon, je te rassure, il est quand même tout de même devant des Paolo Banchero, sur l'efficacité sur drive, devant des Jamal Murray, des Kate Cunningham, des Scotty Barnes, et il est à un cheveu de Tyrese Maxey, le fabuleux, qui est à 1,09 points par tir. Bref, voilà, ça c'est aussi pour fermons la parenthèse. Mais je pense que la différence, c'est que, je sais pas toi ce que t'en penses, je sais pas quelle était ta vision, mais moi c'est toujours là-dessus où je me suis battu, où les gens justement le catégorisent un peu comme un Jordan Clarkson, lapsus révélateur. Les gens disent c'est un peu un Jordan Clarkson, le puncher en sortie de banc, le croqueur en sortie de banc, alors que non en fait. Non, c'était surtout un driver, et c'est pour ça que moi j'étais extrêmement chaud sur lui à l'époque. C'est que c'est un driver d'élite en fait, clairement, et c'est pas que le spacing de Golden State pour le coup. Ça jouait en partie évidemment, mais c'était pas que ça, il y avait aussi un tranchant, une explosivité en termes de dribble, de démarrage, mais même pendant les drives, une capacité à casser le rythme, à changer de direction de manière extrêmement tranchante, la finition au panier avec une légèreté le toucher de balle aussi avec ces flotteurs, ces fameux flotteurs là, et puis bref, un toucher de balle qui est génialissime de toute façon. Et en fait, je dis pourquoi, parce qu'en fait cette année il a été très mauvais, mais vraiment extrêmement mauvais, et je trouve que physiquement il y a un truc qui est différent, et je l'ai trouvé assez amorphe cette saison. C'est allé mieux en fin de saison. Mais alors, je sais pas trop, on connaît pas tout ce qui est hors terrain, le mental, etc. Bon, le mec s'est quand même fait taper dessus par un coéquipier et sa franchise a quand même tranché pour le mec qui lui a tapé dessus, au passage. Donc je suis pas sûr que mentalement soit top, envoyé à Washington. Les raisons, je ne sais pas, mais en tout cas, le constat qu'on peut faire sur ce qu'on a vu, quelles qu'en soient les raisons, c'est que cette année, il était amorphe, il n'avait pas du tout ce côté tranchant, et ce côté explosif, et ce côté j'ai le coup de rein pour aller au panier, quoi, et qu'il avait l'an dernier et en 2022. Donc cette année, on a totalement perdu ça, ce qui fait qu'on a eu juste un mec qui était plutôt vers le bas-fond de classement en termes de drive, et au global, on était à plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne au scoring général en 2022, ce qui est un score vraiment très bon. Cette année, on est à moins 9% d'efficacité par rapport à la moyenne, ce qui est encore un score catastrophique. Et même bonne illustration de ce côté amorphe. Après, je te laisse parler, pardon, mais le taux de lancer franc par rapport à la moyenne, enfin, la capacité à provoquer des lancers francs. C'était ma question. C'était le truc que je voulais te dire, justement. Genre, vas-y. Non, mais c'est qu'il est tombé à moins 25% par rapport à la moyenne. Enfin, son score est 25% plus bas que la moyenne, alors qu'il a toujours été au-dessus de la moyenne. Et parfois même un peu plus, quoi. Je crois que l'an dernier, c'était plus 22%. Il est passé de plus 22 à moins 25% par rapport à la moyenne. Pour moi, ça illustre aussi assez bien ce côté visuel quand on voit les matchs de... en fait, c'était pas le même joueur physiquement qui avait ni le tranchant ni l'agressivité en fait. Non, et puis c'est intéressant de voir que ces stats-là d'habitude sont pas forcément elles oscillent pas autant d'une année sur l'autre normalement. Et là, clairement, cette chute-là, je pense que c'est une bonne illustration aussi de ce que tu dis, potentiellement des problèmes d'engagement. Et je pense que il y a aussi un truc, la situation, elle a dû être assez compliquée, donc forcément, faut pas. Enfin, juger Jordan Poole sur sa première saison ou que se concentrer sur ses premiers mois, ce serait un peu se tromper et un peu jouer
le jeu de la flemme, quoi. En vrai, c'est pas vraiment chercher à comprendre exactement tout dans son contexte. Et c'est pour ça que moi, j'avais pris une stat qui se concentrait vraiment sur la fin de saison, parce que je pense justement que le joueur de la fin de saison ressemble plus au Jordan Poole, en tout cas du joueur qu'on a connu et qu'on va sûrement, qu'on espère revoir la saison prochaine. Et c'est pour ça que j'avais préféré faire des stats plutôt sur la fin de saison. Mais c'est vrai que sur les trucs où il était bon, il l'a été moins cette saison. Et je pense que même le tir à 3 points, c'est aussi pas, il en a pas pris des bons. En plus, je pense que la sélection de shoot est pas forcément la bonne. Et en même temps, bah, du coup, ça se voit aussi parce que si t'avais une meilleure sélection de tir, bah, tu serais meilleur dans la provocation de faute. Donc, tu vois, je me demande à quel point on va pas avoir un autre joueur la saison prochaine. Et aussi, bah, ça doit pas être facile de passer d'un univers compétitif, dans lequel t'as été drafté ou t'as évolué à un univers qui l'est plus du tout. Donc, curieux de voir la saison prochaine, mais je m'arrête, enfin, en tout cas, moi, je suis pas, j'ai pas abandonné l'idée du joueur que ça peut être, mais c'est vrai que même sur cette saison, on a vu 2 joueurs différents, et heureusement que le meilleur est arrivé sur la fin de saison, et que ce soit pas l'inverse, parce que là, ça aurait été peut-être un peu plus inquiétant. Ouais, mais après, bon, il y a aussi, de facto, il a été catastrophique, ça on est obligé de le dire. Et justement, ce qui était sa force, c'était l'efficacité dans ses, tu vois, plus 6% par rapport à la moyenne en 2022, c'est fantastique et c'est un score que certains, on va pas dire de nom, n'ont jamais atteint. Mais même l'an dernier, on était au niveau de la moyenne alors que c'était une mauvaise saison l'an dernier, en 2023. On était quand même au niveau de la moyenne et on était encore au-dessus. Pardon pour les familles, mais on est encore au-dessus de mecs comme Anthony Edwards, comme Banchero, comme Kate Cunningham, comme plein d'autres joueurs, quoi. Parce que comme c'est un driver et que le drive est à ce point efficace, bah, ça sauvait le tout, quoi. Alors que l'an dernier, voilà, le pull-up était mauvais et pourtant le drive arrivait à sauver tout. Et même l'an dernier, qui était une mauvaise saison, on était au niveau de la moyenne. Là, on est catastrophique cette saison. Quasiment moins 10% par rapport à la moyenne. C'est un score de vraiment très, très, très mauvais. Donc, c'est pas. Après, il y a des raisons, en effet, mais on est quand même obligé de dire que dans le constat, l'année a été catastrophique. Et après, tu dis on a retrouvé le vrai Jordan Poole. En fait, j'ai un peu résolu ce problème. Parce que beaucoup te disent non, mais pourquoi le vrai Jordan Poole, ce serait le bon ? Et pourquoi est-ce que le vrai, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être juste, il y a une surchauffe en 2022 dans le contexte de Golden State où tout est facile, hein. On l'a vu avec James Wiseman aussi qui a été MVP dans le contexte de Golden State. Fin d'ironie. Mais non, les gens disent pourquoi est-ce que le vrai ce serait le bon et le faux le pas bon, pourquoi ce serait pas l'inverse, quoi. Et je pense qu'en fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, justement, les gens l'ont catégorisé comme un Jordan Clarkson, comme un croqueur. Et donc, en fait, ils aiment pas ce profil. Et c'est normal. Personne n'aime ce profil en général. Et donc, le voir réussir, enfin, le voir avoir été bon, ils ont un peu associé ça à, mais non, mais ça nous fait chier qu'un croqueur réussisse, quoi. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu ce côté-là où ils l'ont mal catégorisé au début. Et donc, là, maintenant, c'est, pourquoi est-ce que le vrai, ce serait le bon et le faux, le pas bon, pourquoi ce serait pas juste une surchauffe à l'époque? Bon, bref, mettons un peu ça de côté. Je pense que la discussion, elle est très compliquée autour de Jordan Poole de toute façon. Mais moi, clairement, c'est pour ça que j'étais très chaud et que je reste encore très chaud. C'est que c'est une dose de créativité et de niveau de drive qui était élite à l'époque et était même encore très bon l'an dernier alors que c'était une mauvaise saison. Plus d'ailleurs, on l'a pas dit, mais le toucher de balle. Le mec est à quoi? 88-89% au lancer franc en carrière, quoi. Donc il y a ce toucher de balle qu'on voit sur les layups, il y a le jump shot aussi. Bon. Là aussi, tu vois, le côté amorphe, on l'a bien vu. Le mec est à 32% cette année. Enfin, c'est nullissime, 32% en shoot. Alors que, voilà, on sait que historiquement, c'est pas ça son niveau d'efficacité. Là, 32%, c'est bien en dessous de la moyenne. Bref, donc je pense que c'est très compliqué de parler de Jordan Poole parce que quand moi je dis que je suis chaud, les gens comprennent pas parce qu'ils se disent mais pourquoi est-ce qu'il est chaud sur un croqueur, quoi. Alors qu'en fait c'est pas un croqueur, mais par contre tout de même c'est vrai, c'est quand même un joueur qui a des défauts assez importants et tu vois on parlait de ce côté dynamisme, mais je pense que c'est un joueur qui a besoin de structure en fait, qui a besoin d'une structure assez claire parce que sa faiblesse c'est justement création de décalage, il y a pas de problème, dynamisme il y a pas de problème, mais dans tout ce qui est decision making c'est vrai que ça peut être parfois pas bon. Ça, c'est vrai. Ça, on est d'accord. Et donc, c'est là où je pense qu'en effet, la structure de Golden State à l'époque l'aidait beaucoup en 2022, quand il jouait dans le cadre des titulaires, en fait. Et que quand on l'a essayé dans le cadre un peu, ça va être toi le cadre, ça va être toi le meneur de la seconde unité. On a vu que, non, ça marchait pas parce que lui n'a pas ça, quoi. Il n'a pas du tout ce côté decision making, ce côté, voilà, lui, c'est un créateur, mais c'est pas un gestionnaire.
grosso modo. Donc, je pense qu'il a besoin d'un cadre assez intéressant pour que lui puisse briller. Tu as commencé à le décrire, que peut-être en fin de saison, on a vu ça aussi, notamment. C'est pas du tout une première option d'équipe, je pense pas, ou une première option classique en ce sens-là. La défense aussi, elle est catastrophique, mais bon, c'est pareil. En fait, plus le joueur va être mauvais en attaque, plus le compromis défensif, on va se dire, non, enfin, c'est pas intéressant, quoi. Mais on est d'accord que c'est aussi un des plus mauvais défenseurs de NBA, ça, y a pas de doute, quoi. Oui, mais après, voilà, il fallait bien qu'il ait des défauts aussi, hein, le pauvre. Mais ouais, c'est vrai que c'est difficile d'en parler, c'est difficile d'en parler concrètement cette saison, tant il a pas été le joueur qu'on avait vu avant, et puis la saison a évolué, le contexte aussi. Donc, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de suivre un petit peu la saison prochaine et de voir de quelle manière il va être utilisé. Tu posais la question justement juste après la stat sur le passing. Je pense que ça va être très intéressant de voir comment il va être utilisé avec et sans le ballon et avec quel volume et dans quelle situation. Bon, voilà. Mais s'ils arrivent à... Tu vois, ça me ferait chier que parce que du coup, ils font jouer Valanciunas, Valanciunas, il va pas pouvoir jouer sur le même rythme que Jordan Poole, ou alors il va faire un arrêt cardiaque, mais vraiment c'est petit. Il y a un truc qui est dissonant en termes de rythme. Du coup, j'espère le voir plutôt avec des profils dynamiques et laisser peut-être Tyus Jones et Valanciunas sur la seconde unit, ou alors les laisser titulaires et avoir Jordan Poole du coup qui jouerait plus avec des mecs dynamiques. Mais je pense qu'il a besoin de... Tu parlais de besoin de structure, je pense qu'il a besoin de structure clairement. Il a aussi besoin d'une structure qui corresponde à son profil, qui est... il n'est pas unidimensionnel, mais il y a besoin de certaines choses en place pour pouvoir vraiment le faire briller. Ouais. Bon, c'est très compliqué de parler de Jordan Poole, mais après, tu vois, le truc qui est évident, c'est que pour moi, c'est un des pires défenseurs de NBA. Ça me fait penser, alors il dit beaucoup de conneries, hein, mais ça me fait penser à un truc que disait Iguodala, qui pour le coup était vrai, mais qui disait, mais en fait, t'as l'impression qu'il fait semblant de bien vouloir défendre ou d'être battu de la bonne manière, mais du coup, en fait, tu te ferais moins battre si t'essayais pour de vrai plutôt que d'essayer. Tu vois, c'est un peu dommage. Après, il y a des limitations physiques, etc. On est d'accord. Mais oui, c'est quand même, on a une valeur qui est négative. Et donc, en fait, voilà, si t'as le Jordan Poole de 2022, voire même de 2023, bon, tu l'acceptes, en fait, ce compromis, même si c'est gênant, et même si, voilà, mais tu l'acceptes. Et sauf que si t'as un Jordan Poole qui est pas bon en attaque, t'acceptes pas, et puis ça vaut pas le coup du tout. Donc ça, on est d'accord. Mais voilà, j'espère, et on l'a vu sur la fin de saison, c'était un peu plus le cas. J'espère retrouver un Poole moins amorphe et beaucoup plus ce qu'il était avant, hein, c'est-à-dire donc explosivité, tranchant sur le démarrage, tranchant sur les changements de direction, et puis à la fin de ce toucher de balle dans la finition qui était très bon. On espère aussi que voilà, le jump shot va un peu plus rentrer aussi, parce que clairement 32% à 3 points, c'est bien en dessous de ses standards, quoi. Et je pense que c'est une question de sélection de tir, c'est aussi une question d'être amorphe sur ses jump shots, quoi. Enfin, franchement, je ne l'ai pas reconnu. Je l'ai pas du tout reconnu, le joueur qu'il avait pu être ou qu'il était. Je sais pas quelle est la vraie version, ça, chacun pourra décider pour soi-même. Mais en tout cas, on n'a pas reconnu le joueur qu'on avait vu à l'époque, quoi. Mais voilà, le problème aussi, d'ailleurs, c'est le salaire. Hein. C'est qu'on est à 29 millions, 31 millions et 34 millions. Moi, je pense que ça pourrait être une excellente addition pour une équipe compétitive en termes de dynamiteur de seconde unité, voire même un peu avec les titulaires. Mais le problème, c'est que voilà, si tu étais à 13 millions ou 15 millions l'année, tu le fais, et voilà. Mais là, quelle équipe compétitive a la place d'accueillir un tel pari ? Je pense qu'il faut d'abord relancer la machine, et peut-être éventuellement, tu pourrais le rééchanger s'il a de nouveau de la valeur. Mais là, c'est compliqué en tout cas en l'état, quoi. Totalement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.